bonsoir, je suis super heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. C'est l'épisode numéro 18. Bonsoir Garance. Dans lequel nous allons parler de la préparation du cheval pour l'hiver. Donc, quand les températures chutent, l'organisme comme le nôtre, l'organisme du cheval, surtout celui qui vit en extérieur, va lutter pour se réchauffer, ce qui aura pour conséquence notamment d'augmenter ses dépenses énergétiques. Donc, nous allons, ce soir, c'est notre vétérinaire Cyril qui va nous rejoindre. Nous allons avec lui essayer de vous donner un maximum de conseils pour bien préparer l'arrivée de l'hiver et puis la préparer suffisamment en amont. Donc, on va évidemment parler du cas du vieux cheval en particulier et du cheval aussi qui peut avoir des difficultés pour se maintenir ou être un petit peu juste en état. On va aussi aborder la question de l'immunité et puis celle du soutien des articulations du cheval pendant cette période, que ce soit du vieux cheval ou du cheval de sport, par exemple. Voilà. Et puis, comme habituellement, on répondra à toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Ça nous fait toujours super plaisir. Voilà. Donc, on va accueillir Cyril. On va pas attendre plus. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Florie. Bonsoir, tout le monde. Tu m'entends ? Je t'entends très bien. Ouais, nickel. Ça va ? Ça va et toi, ouais. Très bien. Merci. On commence, on avait directement une question de Marie qui demandait, qui parlait de l'alimentation pour sa jument qui peut être un petit peu juste en état pour préparer l'hiver. Est-ce que ça te va de commencer par là ? Ouais, très bien. Très bien, parce qu'effectivement, ouais, très bien. On a plusieurs cas de figure, effectivement, et en fonction des chevaux, les mesures à prendre, finalement, avant l'hiver seront différentes. Pour le cas d'un cheval, ou en tout cas d'une jument qui a des difficultés à se maintenir en état, c'est vraiment très important de s'y prendre un petit peu en avance, tant que les températures sont encore clémentes et que les conditions climatiques, d'un point de vue général, sont correctes, avec suffisamment d'herbe, voire profiter, si on le peut, s'il n'y a pas de problème métabolique qui interdisent la prise d'herbe en quantité normale. C'est toujours intéressant d'en profiter sur les derniers mois d'été, voire première période d'automne. Et puis, tant qu'il est encore temps. Voilà, exactement. Okay. Et puis après, bien sûr, toujours les grands classiques, le fourrage à volonté. On voit bien sûr quelle ration est en place. Mais quand on a affaire à une ration normale, avec un aliment, on va dire pour adultes, qui fait une douzaine de pourcents en protéines, 11-12%, et que le cheval en mange quelque chose comme 3 kilos, et on voit que ce n'est pas suffisant. Là, dans ce cas, moi, j'ai tendance à conseiller le breeding, donc de passer à 16%, de protéines de qualité, base soja français. Oui, ce que j'allais dire, la qualité de la prot, on en a pas mal parlé la dernière fois, mais c'est aussi super important. Toujours important, bien sûr, pour que ce soit valorisé au mieux, surtout que notre temps est un peu compté quand on est à l'approche de l'hiver. Et puis l'autre point intéressant sur l'énergie, donc c'est la matière grasse, donc toujours intéressant d'ajouter de l'huile, l'oméga oil, et puis les probiotiques, ça peut être intéressant, ça aidera à valoriser la ration fourragère. Et je dois dire qu'on a de bons résultats, sachant que cette jument en question, ce qui sera intéressant, c'est de savoir, d'estimer à peu près le nombre de kilos qu'elle devrait reprendre avant l'hiver, sachant que si par exemple on lui voit les côtes, on est sur un état corporel au mieux de 2/5. Si on voulait lui faire gagner un demi-point à 1 point d'état corporel, il faudra lui faire prendre au moins 25 kilos. Et donc 25 kilos, c'est faisable en un mois. Ça dépend de ce sur quoi on table, mais c'est tout à fait jouable de tabler sur 1 kilo par jour de reprise d'état. Bien sûr, quand on a un peu de marge, que le cheval est globalement en bonne santé, qu'il n'y a pas de gros problèmes. Un cheval fourbu, on est beaucoup plus modeste. Un cheval fourbu qui en souffre, là c'est différent, mais un cheval qui a priori en bonne santé, qui a été bien vermifugé, ça c'est un point aussi important à l'entrée de l'hiver. En général, oui, c'est tout à fait jouable, faisable, si toutes les conditions sont réunies, en tout cas. Voilà. Après, effectivement, une fois que l'hiver est là, que les températures sont basses, qu'il n'y a plus d'herbe, qu'on a seulement du fourrage conservé, donc du foin, même s'il est de très bonne qualité, qu'on est sur des organismes un peu âgés, t'en parlais tout à l'heure. C'est clair que ça devient pas forcément mission impossible, parce que on peut toujours jouer un petit peu, mais l'énergie et puis les apports qu'on va devoir mettre pour faire reprendre de l'état au cheval ne seront malheureusement pas bien valorisés, etc. Donc il vaut mieux le faire avant. Ok, ça marche. Donc maintenant, si... Oui, maintenant c'est déjà, effectivement, puis là novembre, on est déjà bien avancé. Faut pas attendre. Ok, ça marche. Est-ce que, je ne sais pas si c'est le moment, alors c'est un petit peu en dehors de l'alimentation, on a une question sur le fait de couvrir son cheval ou pas.
Est-ce que Ouais. tu peux nous donner ton avis sur ce point rapidement ou... L'idée, c'est de limiter les déperditions en chaleur, hein. Donc, un cheval qui a besoin de reprendre de l'état, c'est clair qu'on va plutôt conseiller de le couvrir. À l'inverse, un cheval qui est plutôt en surpoids, qui a besoin de maigrir, là, pour le coup, on va plutôt ne pas le couvrir, même si, bon, après, on fera attention, bien sûr, à toutes les conditions voilà, de bien-être, etc. On fera en sorte de respecter tout ça. Et bien sûr que si les conditions sont extrêmes, là, bien sûr, on peut revoir sa copie, mais c'est un cheval qui a un surpoids, Ouais. on va plutôt, on va éviter de le couvrir. Et un cheval qui est bien Bon, en un cheval qui est surpoids. bien, non, il n'y a pas de raison. Alors après, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir du fourrage à disposition, puisque la digestion du fourrage et la fermentation du fourrage par les bactéries et par la flore intestinale, donc au niveau du gros intestin, eh bien, entraîne des pertes caloriques, donc un dégagement de chaleur finalement interne, hein. C'est un petit peu comme un radiateur interne, une bouillotte interne. Ouais. Et ça contribue au réchauffement et à la régulation de la température du corps de l'animal. Donc à partir du moment où le cheval mange suffisamment de fourrage et peut en manger à volonté, et voilà, en soi, s'il est en bonne santé, il n'y a pas de raison de le couvrir. Il peut tout à fait garder son pelage d'hiver, même si, bon, il doit quand même avoir un abri. Ça, Je précise, on parle d'un cheval qui n'est pas tondu, qui vit en extérieur, là, par un exemple, qui cheval, n'est pas tondu. voilà, un cheval pas tondu. Si on a un vieux cheval, par contre, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller de couvrir les vieux chevaux, notamment pour préserver aussi leur ligne du dos, etc. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de les couvrir. Mais bien sûr, après à décider au cas par cas. Mais son état corporel va être super important dans la prise de cette décision. Bien sûr, exactement, parce qu'en fait, oui, ça augmente les besoins énergétiques, hein, la régulation de la température, et si besoin, potentiellement, ça peut entraîner une petite perte d'état. Donc, pour justement produire cette chaleur. Et le fourrage, que ce soit bien clair, en plus de tous les bienfaits et le côté indispensable du fourrage, ce que tu expliquais, c'est qu'il participe à la thermorégulation. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très intéressant pour la thermorégulation. Voilà. Ok, on a une question pour un poulain de 18 mois qui arrive du Gard jusqu'en Haute-Savoie. Donc, il y a un écart de température assez important. Oui. Et la personne demande si breeding plus CMV plus foin à volonté lui suffit pour passer ce premier hiver. Ouais, alors breeding plus CMV, ça va dépendre en fonction du poulain. Là, on a tendance à se dire qu'on va plutôt avoir une ration de breeding qui va plutôt être dans la fourchette haute, donc c'est-à-dire 3-4 litres en fonction de, savoir si c'est un poulain plutôt 400-450 kilos, pur sera par exemple plutôt 3 litres. Si c'est un cheval de selle, on sera plutôt à 4 litres. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas nécessité d'ajouter par exemple de l'oligovite, de mon point de vue. Avec le foin à volonté, c'est très bien. Donc juste le foin à volonté et l'aliment. Si on respecte les doses quotidiennes recommandées, avec le breeding, il n'y a pas besoin d'ajouter de CMV. Non, voilà. Moi, je regarderai ce que ça donne de cette manière-là, bien sûr en voyant à quel type quelle race on a affaire, et puis éventuellement mettre un petit peu d'huile, ça peut être intéressant. Ok, ce qui est important, c'est d'augmenter, même dès maintenant, progressivement, et surtout de faire un nombre suffisant de repas pour pas en donner trop en un repas. Voilà, il faut voir aussi quel est son état actuellement, parce que s'il est vraiment bien en état, qu'on sent difficilement les côtes à la palpation, par exemple, et qu'il a une croupe aussi couverte, un petit chignon au niveau de l'encolure, il n'y a pas vraiment nécessité d'augmenter. Et puis bien sûr, après voir les conditions d'hébergement. L'hiver, on parle d'alimentation, mais les conditions d'hébergement sont très importantes, parce que du coup, l'abri ou pas, c'est vraiment fondamental. Savoir si les chevaux passent la nuit au box ou pas, également, c'est important. Puisque ça va conditionner le fait que les chevaux vont faire du poil ou pas, etc. Puis prendre en condition l'herbe aussi, hein, la quantité d'herbe disponible. Il faut bien le prendre en compte quand on a en automne, on a encore de l'herbe quand même qui peut être très riche. Et il faut bien anticiper le fait que plus on avance dans l'hiver, alors ce n'est pas forcément que l'herbe ne va pas être riche, c'est juste qu'il va y en avoir moins parce que l'herbe au bout d'un moment ne pousse plus et donc forcément si la surface reste inchangée, les réserves s'amenuisent. Donc il faut le prendre en compte après pour réajuster la ration concentrée. Parce que si on reste pareil qu'en automne en se disant il était très bien l'automne, sauf que en fait il mangeait quand même pas mal d'herbe, eh bien on peut avoir une mauvaise surprise après en plein milieu de l'hiver. Voilà. Il y a une question sur Facebook de Nathalie, tu parlais d'huile tout à l'heure. Oui. Quelle quantité d'huile par jour et quel type d'huile? Enfin là, elle demande si c'est l'huile de colza, mais je te laisse répondre. D'accord. Alors l'huile en général, on peut donner 30 à 50 ml par repas. Donc après, on peut tout à fait aller à 150 ml, 250 ml par jour. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut y aller progressivement, c'est-à-dire introduire l'huile progressivement en faisant en sorte que le cheval, du coup, en laissant le temps au cheval de digérer cette huile. Donc ça, en général, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour que le cheval valorise correctement la matière grasse. Si la valoriser correctement, ok. Voilà.
Mais en général, on part tranquillement autour de 30 ml par repas, et puis après, on va monter gentiment si besoin. Donc voilà, Ok. globalement. Donc, bien progressivement et Oui, on peut viser 100-150 minutes par jour pour un cheval oui, de 500 kilos et surtout l'introduire c'est progressivement. ça. Ok. Et du Ouais. coup, quel type d'huile tu recommandes? Alors, des huiles riches en acides gras essentiels, hein, préférentiellement de bonne qualité, idéalement non raffinées quand on peut, et puis donc issues de pression à froid, comme l'huile d'olive finalement. Donc on peut avoir, donc effectivement, l'huile de colza, c'est une huile, on va dire, un peu passe-partout, mais on va dire qui va pas être aussi riche en oméga 3 que l'huile de lin, par exemple, et en oméga 6 que l'huile de maïs, par exemple, ou tournesol. Donc après, ça peut être une combinaison d'huiles, avec l'oméga oil, c'est le cas avec l'huile de lin, l'huile de maïs, de viande de maïs. On respecte les recommandations, on va dire le régime sauvage, à savoir un rapport oméga 3 sur oméga 6 ou l'inverse, oméga 6 sur oméga 3 qui est proche de 1. Et donc pour ça, effectivement, en associant par exemple une huile de lin qui est riche en oméga 3 avec une huile de viande de maïs qui est riche en oméga 6, et bien on arrive à avoir ce rapport. Voilà. Après, avec l'huile de colza, effectivement, on aura un rapport qui sera moins en faveur des oméga 3. Maintenant, il est vrai qu'en pratique, on retrouve cette huile parce que voilà, quand les gens doivent en choisir une, c'est souvent c'est une huile qui est produite en France. On peut effectivement en trouver de bonne qualité, mais idéalement non raffinée dans ce cas. Et donc là, effectivement, ça peut passer. Moi, je ne conseille pas forcément les huiles très riches en oméga 6, voilà, les huiles de tournesol, pépins de raisin seules, sachant que les céréales, en général, contiennent déjà pas mal d'oméga 6. J'aime bien toujours ramener une huile qui contient des oméga 3, sachant, voilà, l'huile de lin, c'est ce qu'il y a de Ok. mieux de mon point de vue. Et moi, Donc plutôt partir ouais, sur lin, maïs et non raffiné comme tu disais tout à l'heure. ouais, plutôt riche en antioxydants, Ok. etc. Alors après, il faut bien les conserver, mais quand c'est le cas, l'huile, par exemple, de germe de maïs est plutôt riche est assez riche en vitamines naturelles, en tout cas en tocophérols naturels, qui sont des antioxydants naturels qui sont intéressants, ne serait-ce que pour la préserver. Après, il faut que ce soit bien extrait, etc. Mais oui, moi, je préfère les huiles plutôt non raffinées. Parce qu'on garde leurs propriétés. À partir du moment où on les conserve correctement et on fait ce qu'il faut. Voilà. Ok, ça marche. Merci Cyril. Il y a Noémie qui pose aussi une question sur Facebook, qui te remercie déjà pour tous tes conseils et qui demande ce que tu penses d'une cure de spiruline à l'entrée ou au courant de l'hiver pour une jument allant à la saillie en 2022. Spiruline, alors, la spiruline est intéressante, hein, c'est une algue intéressante. Après, il faut en donner quand même suffisamment pour atteindre des apports suffisants et intéressants de mon point de vue. C'est très intéressant sur le papier parce que quand vous regardez par 100 grammes ce que ça fait, pour l'homme en tout cas, c'est intéressant. Mais il faut, de mon point de vue, en donner quand même beaucoup pour avoir les bénéfices. Puisque certes, il y a des vitamines, du fer, etc. Après, la manière dont la spiruline est produite est également quand même importante, puisque ça peut aussi fixer des métaux lourds, des choses comme ça. Donc, il faut bien faire attention à la provenance. Après, c'est une source de protéines. C'est une source de protéines qui est intéressante. Bon, pour moi, très souvent, on n'atteint pas les apports suffisants pour le cheval, en tout cas. Parce que certains produits contiennent 30 grammes de spiruline pour un cheval de 500 kg. Quand vous regardez les apports en vitamine B12, en différentes vitamines du groupe B, par exemple, en oligo-éléments également, ben, vous vous rendez compte que on n'atteint pas du tout les besoins journaliers d'un cheval de 500 kg. Mais si on veut vraiment rehausser les apports protéiques de la ration, comme on le ferait avec du breeding, il faudra apporter plusieurs centaines de grammes de spiruline. Alors, je ne suis pas sûr que d'un point de vue coût, ce soit rentable. Au niveau de l'appétence non plus, à voir. Voilà, donc bon, après, à partir du moment où on en donne suffisamment, admettons qu'on parte là-dessus, sur une jument qui va à la saillie 2022, à partir du moment où on met en place une supplémentation pour la mise à reproduction, c'est 6 à 8 semaines avant, on va dire, la première échographie de suivi. Oui, on a d'ailleurs, si ça vous intéresse, Noémie, on a fait un live et un podcast aussi sur l'alimentation de la poulinière et la préparation de la poulinière. Après, Cyril, si on a déjà une alimentation adaptée et équilibrée, par exemple avec un aliment comme le breeding pour une poulinière, il n'y a pas besoin d'ajouter de compléments comme un complément à base de spiruline, en théorie. Ça dépend ce qu'on recherche, effectivement, non, de mon point de vue, il n'y a pas besoin. Et non, enfin, en tout cas, on arrive à faire, on fait très bien sans, ça c'est sûr. Moi, c'est pas dans mes habitudes d'en conseiller. Maintenant, il y a peut-être des gens qui, voilà, on utilise avec succès et, à des doses qui sont élevées ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, par exemple, pour faire reprendre de la masse musculaire à un cheval avec de la spiruline, dans mon point de vue, ce n'est pas en donnant 30 ou 50 grammes que ça va vraiment changer les choses. Vis-à-vis des apports, non. Enfin, moi, C'est pas suffisant. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, il faut vraiment faire super attention à la source et la manière dont elle est produite. Voilà.
Ok, ça marche. Ben, j'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu, Noémie. On peut passer à la question suivante. Donc, Clémentine qui demande comment gérer l'arthrose de son cheval à l'abord de l'hiver. Ouais, alors ça c'est intéressant parce que après il y a bon, forcément on peut tout de suite aller sur les suppléments, mais avant ça les conditions environnementales vont être très très importantes. De mon point de vue, un cheval arthrosique doit marcher, donc le mettre au box pendant plusieurs heures, en tout cas plus de 12 heures, de mon point de vue, ce n'est pas conseillé. Un cheval arthrosique, plus il marche, mieux c'est pour lui en général. Alors sauf quand il est en crise bien sûr, mais d'un point de vue quand on est sur de la douleur mécanique, c'est sûr De toute que à façon, c'est chaud, lui qui va c'est le mieux. sentir. Ouais, exactement. Donc quand on a un paddock ou un pré avec un abri, et bien là, il bouge ou il ne bouge pas, que c'est lui qui le souhaite, enfin qui fait comme il le souhaite. Quand il est au box Mhm. pendant plus de 8, 10 heures, 12 heures, là c'est différent, il ne peut pas bouger. Enfin voilà, il est confiné au box et point. Donc idéalement plutôt box, enfin paddock pardon et abri. Faire en sorte de mettre le fourrage quand le cheval est dehors, abri. Ça c'est important. Que le cheval ne reste pas les pieds dans l'humidité et dans la boue pendant qu'il mange son Ok. foin. Moi, perso, je n'aime pas voir l'hiver, voir les râteliers à foin dehors, dans les paddocks. Alors, à moins que le sol soit très très bien encaissé avec, voilà, avec des gros cailloux et puis du sable après en dernière couche, et que les chevaux, et que ce soit bien nettoyé autour du râtelier tous les jours, que les chevaux restent les pieds plus ou moins au sec. Là, dans ces cas-là, ok, on peut faire une exception, même si les chevaux, quand ils mangent leur foin, je suis pas certain qu'ils apprécient d'avoir de l'eau sur le dos, etc. Donc plutôt le foin à l'intérieur. Donc ça peut être un Ouais. râtelier mis sous l'abri, hein. Vous remarquerez que un cheval qui a son foin sous un abri, il va plus souvent qu'un cheval qui a son foin dehors. Voilà. Et Mhm. ensuite, bon, les suppléments, bien sûr, ça on peut. Ouais, donc c'était en même temps, il y avait une question de Sarah qui venait juste après, qui demandait si tu recommandais de faire une cure de flexi en continu Oui, pendant tout l'hiver ou pas. bien sûr, donc on peut conseiller un produit type Flexi, où là c'est intéressant parce que par expérience, on a quand même maintenant plusieurs années de recul et les gens en général globalement sont satisfaits. On démarre la cure un petit peu en amont de l'hiver, là ça peut être le moment, c'est intéressant, pleine dose. Et puis après, en fonction du cheval, eh bien, soit on maintient pleine dose durant tout l'hiver, en tout cas 3 mois minimum là pour l'hiver, soit eh bien on passe en demi-dose. Et donc on maintient le cheval plutôt sur du préventif là, quand on a un Ouais. cheval qui n'est pas trop pris. Et là, pareil, on peut le maintenir tout l'hiver si besoin, il n'y a aucun problème. Mais il est clair que si on veut assurer le coup, bon, je trouve dommage de l'arrêter en plein milieu de l'hiver si on sait que le cheval a tendance à en souffrir avec les conditions humides, etc. Et les conditions climatiques qui sont pas favorables. De manière empirique, on voit bien que quand les conditions climatiques, quand on est plutôt sur l'humidité, du froid, etc., c'est là où les articulations sont quand même les moins souples et là où les chevaux en souffrent le plus. Voilà, en général, on arrête au printemps. Donc ça fait 3 bons mois, voire 4 mois. Ouais. Et puis voilà. Mais on peut moduler, hein, on peut faire demi-dose, il n'y a aucun problème. Ok. Donc pour le cheval arthrosique, d'abord adapter l'environnement et une Ouais, complémentation tout l'hiver en adaptant la dose en fonction des besoins de ce cheval-là en chondroprotecteur. ouais, c'est ça, si vraiment je fais là. Et diarthrosique, oui, dans ces cas-là. Ça marche. Si on passe maintenant à l'immunité, il y a une question de Nathalie qui demande quel complément prendre pour soutenir le système immunitaire. Qu'est-ce que tu Ah, recommandes? alors, c'est vrai qu'il y a différentes choses qui sont utilisées en pratique. On a en premier lieu la vitamine C qui peut, bon, ça peut être intéressant chez le vieux cheval. Voilà, il y a des études qui montrent que la teneur en vitamine C dans le sang peut diminuer avec l'âge, donc ça, pourquoi pas. Et puis après, donc on a les bêta-glucanes qu'on commercialise là sous le nom Immune. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça a été démontré où les chevaux avaient été supplémentés avant une vaccination. Et la Ouais. réponse vaccinale a été mesurée par la suite. Et il est clair que par rapport à des chevaux qui n'avaient pas reçu de bêta-glucane, eh bien, ces chevaux supplémentés avaient une réponse vaccinale qui était bien plus importante. Donc ça, c'est intéressant pour stimuler les défenses immunitaires. Du coup, ouais, voilà, on t'en donne en préparation à la vaccination, avant l'hiver, combien de temps Oui. avant l'hiver et Bah, pendant combien de temps? en général, bon, la cure minimum, c'est 1 mois. Et Ouais, on dépasse pas 3 mois, ça c'est sûr. Faire une cure de 1 mois environ sur, d'accord. euh, sur le 1er décembre. Et puis à partir du 1er décembre, et puis ensuite, bon, en fonction des chevaux, bien sûr, on peut aller, si on a tendance à avoir un cheval qui a plutôt des problèmes d'immunité, on peut pousser pour la supplémentation sur 2 mois. Est-ce que ça peut avoir un impact positif pour certains chevaux qui sont particulièrement sensibles au niveau respiratoire, par exemple, pendant cette période-là?
Ouais, effectivement, ça peut être intéressant pour moduler un peu la réponse immunitaire, enfin en tout cas l'hypersensibilité et limiter l'hypersensibilité. Dans ces cas-là, il faut mettre en place les corrections au niveau environnemental, éviter justement tout ce qui est poussière, confinement, etc. pour les chevaux qui ont des soucis respiratoires. Voilà, surtout Ok. en environnement clos, quoi. Ok, ça marche. Mais sinon, voilà, pour booster chez un cheval en bonne santé aussi sans souci particulier, en préparation à la vaccination au début de l'hiver, comme tu disais tout à l'heure, 1er décembre, par Ouais, exemple. on a les plantes aussi qui peuvent être intéressantes. On a une plante par exemple comme l'échinacée qui peut être très intéressante Ouais. pour stimuler l'immunité. Maintenant, il faut apporter la bonne dose, etc., etc. Il y a des études encore chez le cheval. Donc ça, c'est pareil, c'est pas impossible qu'on propose ce genre de produit à l'avenir. Ok. Mais il est clair que, en tout cas, nous en amont, on travaille clairement sur les doses efficaces, quoi. Parce que mettre un faible pourcentage juste pour pouvoir l'afficher sur l'étiquette, Ouais, eh on ne bien, le ça va proposera pas si c'est pas validé. Exactement. Il faut vraiment valider Ok, et puis avec la bonne dose, un bon titrage du principe actif. Ouais. ça marche. Il y a une question sur Facebook qui demande s'il y a un risque de donner des bêta-glucanes à un cheval allergique. Alors, les chevaux allergiques, c'est pareil. Ça dépend ce qu'on entend allergique. Si c'est du respiratoire, c'est plutôt des choses inhalées, etc. Donc là, le bêta-glucane au niveau respiratoire, il y a des chercheurs qui ont essayé d'en faire passer dans les bronches pour voir si ça pouvait stimuler les défenses au niveau local. Les résultats n'étaient pas bons du tout. Ça a amplifié la réaction. Donc là, c'est vraiment pas conseillé. Par voie orale, D'accord. à ma connaissance, je connais pas d'études qui expliquent ou de cas rapportés d'effets secondaires des bêta-glucanes par voie orale. Alors, je te coupe, on a juste la réponse, c'est allergie aux acariens et dermites. Ouais, donc non, allergie aux acariens dermites, en théorie, non. On a par exemple des études, si je me souviens bien, sur des humains asthmatiques et ça avait tendance à moduler la réponse plutôt qu'à l'amplifier. Voilà, donc à ma connaissance, on n'a pas de contre-indication sur ce genre de problématique. Super, merci Cyril. Après, on est bien d'accord. La base, en fait, avant même de donner un complément comme l'immune ou autre, c'est d'assurer la couverture des besoins en oligo et vitamines avec un complément comme le minéral oligovite. Et ça va vraiment Ouais. avoir son importance sur l'immunité du cheval et sa santé générale, en fait. Ouais, c'est important. La supplémentation en oligo et vitamines durant la période hivernale est clairement conseillée parce que l'herbe est riche en vitamines, notamment en bêta-carotène, en vitamine E, etc., même en biotine, en vitamines du groupe B, etc. Quand on est en période hivernale, bon, là, les chevaux mangent un fourrage conservé. Les teneurs en vitamines sont nettement inférieures, hein, voire, si on est sur un vieux fourrage, sont quasiment nulles. Pour une partie d'entre elles, le cheval va puiser dans ses réserves, notamment au niveau du foie. Mais arrivé en fin Mhm. d'hiver, il va se retrouver en carence. Donc, pour éviter ça, ne serait-ce que voilà, une cinquantaine 50-60 grammes de ligovite pour un cheval adulte, j'ai plusieurs cas rapportés où voilà, en un mois, on avait une vraie différence notable sur le cheval. Une bonne immunité, c'est aussi tout simplement La base, d'avoir un c'est déjà organisme. d'assurer la couverture de ces Oui, besoins-là, des besoins en bah oui, oligo-éléments en clairement. vitamines. Mais un cheval qui a déjà un aliment complet et dont les teneurs en oligo-éléments et vitamines sont bien dosées et en quantité suffisante, en théorie, il n'y a pas besoin en plus Ah bah d'ajouter non, de non, c'est clair. CNV. Ok. Et pour un cheval qui est nourri exclusivement au foin quand il y a plus d'herbe, pendant la période hivernale, assurer la couverture des besoins en oligo et vitamines avec un complément comme le minéral oligovite. Ouais, c'est important. Il y a Laurine qui demande sur Facebook, elle a un cheval de 20 ans qui reçoit une alimentation à base d'orge complémentée par un CMV, mais je ne sais pas lequel, et un mélange de fibres de luzerne et de graines de lin extrudées. Elle demande si tu lui recommandes d'apporter un autre complément durant l'hiver. Ah bah, ça dépend de l'état du cheval et de tout ce que contient le CMV, effectivement. En pratique, en gros, voilà, on procède de cette manière, on analyse le fourrage, on regarde la ration concentrée, et puis on voit l'état du cheval et on l'évalue. Et puis on voit s'il y a quelques kilos à prendre ou pas. En Mhm. fonction de ça, après, on choisit ce qu'on fait. En fonction de la quantité d'orge, eh bien, on voit si on estime qu'on a déjà une quantité suffisante. Dans ce cas, on va plutôt aller sur de l'huile, par exemple. Ouais. Ça évalue en fonction du nombre de repas qu'on peut distribuer par jour, par exemple. Et puis pour la protéine, c'est la même chose. Là, luzerne, lin, voilà, ce ne sont pas deux sources protéiques exceptionnelles, hein, c'est des sources moyennes. Maintenant, si le cheval est en bonne santé, il peut très bien être en état avec le foin et de qualité. Ça Il peut peut très bien donner se son maintenir en complément. état. Voilà, il faut évaluer ça. Idéalement, voilà, elle peut nous envoyer un échantillon de son foin et puis on pourra le contrôler. On peut analyser le fond. Ok, ça marche. Bah, j'espère qu'on a répondu à vos questions, Laurine. Sinon, bah, pareil, on
peut juger avec des photos et un petit peu plus d'infos. Il y a Dominique qui demande s'il y a un intérêt de faire un drainage hépatique pendant arriver l'automne. En général, c'est d'ailleurs plutôt fait en sortie d'hiver qu'en entrée, les drainages. Mais bon, moi, c'est vrai que comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de conseiller parce que, sauf quand il y a problème de santé, quoi, en lien avec le foie. C'est pas ce que tu recommandes, tout simplement, en fait. Enfin, Non, tu vois pas après, vraiment l'intérêt. après, non, mais je comprends très bien que, par exemple, quand on met en place un traitement vermifuge, on se dit, pour éliminer après, etc. Ça, c'est le travail du foie. Si le foie est en bonne santé, en théorie, il n'y a pas de problème, il fait son travail, il évacue. Maintenant, effectivement, si le foie souffre et n'est pas fonctionnel, on aura des répercussions, on le verra sur le cheval, et là, on pourra effectivement, ça peut être intéressant de soutenir le foie. Maintenant, le faire en amont, bon, pourquoi pas, hein, mais à évaluer au cas par cas, mais a priori, non, moi je préfère alors après, c'est peut-être un peu plus basique, mais la vermifugation, là, voilà, vous faites en ce moment des coproscopies, vous allez avoir, je pense, des surprises quelquefois. Et le problème à cette époxy, c'est qu'il fait pas encore froid, mais quand les conditions, on va dire, plus hivernales vont arriver, les larves et puis les larves des parasites se mettent ce qu'on appelle en hypobiose, donc elles vont migrer dans la paroi intestinale, elles vont s'enquister et elles vont se mettre en dormance et elles ne ressortiront qu'au printemps. Et c'est souvent au moment où elles ressortent que c'est la catastrophe, où là on peut avoir des coliques, on peut avoir des choses dramatiques. C'est un peu, voilà, ça peut être une bombe à retardement si c'est pas bien suivi, parce qu'on voit aussi, on a des projets de traitement, on va dire, qui permettraient de limiter, en tout cas de produits qui permettraient de limiter les charges parasitaires et de gérer ce parasitisme au mieux. Honnêtement, pour faire des coproscopies régulièrement, c'est très compliqué de trouver des produits qui fonctionnent vraiment, là, comme on peut voir sur Internet ou autres, qui sont soi-disant vermifuges. Et je vous conseille même, d'ailleurs, et je vous incite même vivement à faire des coproscopies avant et après. Ça coûte 10 € pour contrôler l'efficacité. Pour moi, quand on fait quelque chose, après, ce qui est important, c'est de voir si ça marche ou pas. Ouais. Mais en moyen, pour les parasites, c'est très simple. C'est de faire une coproscopie et au moins d'évaluer les larves les œufs de strongle, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques en sortie d'hiver. Et vous verrez que, très très souvent, en fait, il n'y a pas d'efficacité de ces produits dits vermifuges. Puis les produits à base de plantes, tout ça, moi j'ai rien contre a priori. Je vous dis, on travaille dessus en ce moment, etc. Enfin voilà, ce sont des choses intéressantes. Maintenant, attention, il ne faut pas le faire aveuglément en se disant mon cheval est vermifugé parce qu'il a reçu des trucs à base d'ail, des traitements à base d'ail, etc. ou de cannelle ou autre. C'est vraiment très très important de contrôler à la coproscopie parce que là, ça peut clairement être fatal au cheval. Parce qu'il est clair que l'idée, moi je prône pas les traitements chimiques à gogo, mais il faut le faire de manière raisonnée, encore une fois. On peut très bien gérer des chevaux en les vermifugeant qu'1 à 2 fois par an, à partir du moment où, à la place de faire les deux autres vermifuges, on fait des coproscopies. Et voilà, et ça permet de valider le fait que le cheval n'excrète pas d'œufs. Donc à partir du moment où il n'excrète pas, alors idéalement, il faut ramasser les crotins sur 3 jours. Okay. Et à partir du moment où on valide que le cheval n'excrète pas au mois de juin, je ne parle pas du mois de novembre-décembre, mais en tout cas sur la période, on va dire, d'herbage, la période estivale et où les chevaux sont à l'herbe, à partir du moment où ils n'excrètent pas d'œufs, eh bien, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas scientifiquement parlant, et là pour le coup, c'est vérifié, à les traiter, à leur faire avaler un vermifuge. Donc là, dans ces cas-là, on s'en passe. Et nous, au centre, on a des chevaux, c'est le cas. Ils vont avoir un vermifuge 1 fois par an ou 2 fois par an, parce que le reste de l'année, on leur fait des copros tous les mois, et les chevaux n'ont pas d'œufs, quoi. Il y a Dominique qui demande si, quand tu recommandes de faire une copro après vermifugation, quel délai après la prise du vermifuge faut-il attendre, d'après toi ? En fait, il y a un protocole, c'est marrant, j'en discutais avec Aneva justement, et Aneva m'a fait parvenir un document de l'IFCE, où quand on veut évaluer les résistances des vermifuges, il recommande de faire une coproscopie avant la vermifugation, et ensuite 14 jours après vermifugation. 14 jours après, ok. Ouais, une autre question tout à l'heure de la personne qui nous demandait sur combien de temps il fallait récolter les crottins. Tu as dit sur 3 jours. Et les crottins du premier jour, tu les conserves au frais. Au frais dans une boîte de conserve en verre. Ça peut se conserver jusqu'à 6-7 jours au frigo. Donc, en général, on dit 4-5 jours plus en voie. Donc voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Et dernière question sur ce point, de Laurine qui demande selon toi, à quel moment, en fonction du climat, il est plus judicieux de donner le vermifuge d'automne ? Alors là, c'est pareil, moi je fais de la nutrition, je suis pas vétérinaire, faut voir ça avec le vétérinaire traitant idéalement, mais bon, ça va être automne, ça va presque être, c'est entrée d'hiver finalement. Ouais. Ça va dépendre effectivement, souvent, c'est fait à ce moment-là, là, sur novembre, mais oui, ça peut varier après sur un mois, on va dire, mais en général, c'est à cette époque-ci, où là,
où là, on met en place le traitement avant l'entrée en dormance, finalement, en hypobiose. Après, je suis pas un spécialiste de la parasito, mais par expérience, c'est souvent cette époxy qu'on met en place le traitement, quoi. Ok, mais ça, de toute façon, à valider avec son veto. Et Oui, bien sûr. je me permets, j'enchaîne, il y a une question de Xavier, donc qui parlait justement des vermifuges. Tu as répondu à la première partie de sa question qui demandait quel était le meilleur moment pour vermifuger avant l'hiver, et qui demande ensuite s'il faut apporter un complément. Alors, il dit une fois vermifugé, mais une fois vermifugé ou peut-être avant, est-ce qu'il y a un complément qui peut aider les chevaux pendant enfin, accompagner les chevaux pour le vermifuge? Je sais qu'on parle souvent Ouais, du flore. oui, ouais, parce qu'en fait, les parasites, ils vivent notamment dans le gros intestin, en tout cas au niveau du système digestif, qu'on a cette flore intestinale qui y vit également, et donc ça peut, le fait de détruire ces parasites, parce que là, clairement, avec le traitement, on les détruit, ça peut perturber la flore, le fonctionnement de la flore. Donc oui, pour contribuer à limiter et puis pour permettre de contribuer à soutenir cette flore intestinale, oui, l'apport d'un probiotique peut être intéressant. De toute façon, dès qu'on stresse un cheval, que ce soit une vaccination, que ce soit un transport, que ce soit un traitement vermifuge qui va tuer des Transition parasites, quelconque dans sa ouais, c'est vie, toujours que ce intéressant. soit alimentaire C'est ou ça. autre. Il faut penser à sa flore. Nourrir un cheval, c'est Ok. nourrir sa flore. Un cheval qu'on vermifuge, on peut très bien avoir des diarrhées derrière. Et donc, forcément, une des conséquences, va être de perturber la flore intestinale. Donc, les probiotiques, on sait que ça soutient la flore intestinale positive, intéressante, qui digère les fibres. Donc, dans ce sens-là, je trouve logique éventuellement, si on doit conseiller un supplément, c'est celui-ci, quoi. Dans le point de vue. C'est le flore. Oui, donc Et 15 jours avant, 15 jours après, à peu près. c'est ça, c'est 10-15 jours avant, donc on démarre avant cette vérification, et puis on peut poursuivre, effectivement. Souvent, on fait des cures, c'est minimum 3 semaines, un mois. Donc, c'est 15 jours Oui. avant, 15 jours après, c'est très bien. Et puis, si on voit qu'il y a diarrhée et que le cheval est perturbé, on peut continuer un peu plus longtemps, même si De toute façon, il n'y a pas de contre-indication à continuer un petit peu non, plus longtemps. il n'y a pas de contre-indication. Ok, ok, ça marche. Alors, il y a une question, je ne sais pas si tu vois sur Facebook, de Sarah Louisa qui dit que la copro de sa pouliche est bonne, qu'elle a du foin avec de l'herbe, elle reçoit du breeding 2 litres par jour, elle reçoit en plus du myostimule et du minéral oligovite. Alors, je ne suis pas sûre que tout soit... Enfin, qu'il faille ajouter tout ça. Et elle dit que sa pouliche a un gros ventre et elle se demande du coup pourquoi. Qu'elle n'est Alors, pas en surpoids, mais qu'elle a un gros ventre. elle a quel âge cette pouliche? C'est une Holsteiner qui prendra 2 ans en janvier. D'accord. 2 ans en janvier, oui, effectivement, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faudrait voir. Alors là, dans ces cas-là, c'est un cas qu'il faudrait qu'on traite, on va dire, plus en détail. Il nous faudrait des Ouais. photos, comme d'habitude, profil, 3/4 arrière, 3/4 avant. Un échantillon de foin pour faire l'analyse du fourrage. Voilà. Et puis, se rendre compte un petit peu de ce gros ventre. Des informations sur la coproscopie. Et puis voilà. Donc voilà, résultats d'analyse et autres, et puis on regardera ça du coup en Oui. détail. Ok, et ben on attend tout ça, Sarah Louisa, on regardera ça. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu peux nous faire on en a parlé un petit peu tout au long, mais un petit résumé de tes recommandations sur côté alimentation et compléments pour la période hivernale? Ouais, d'abord le fourrage, bien sûr. Faire en sorte qu'il soit distribué dans de bonnes conditions. Ça, c'est important, qu'il soit de qualité, la meilleure qualité possible, même si je suis bien conscient que quelquefois, on n'a pas trop le choix du foin. Mais en tout cas, voilà, faire en sorte qu'il soit le mieux distribué possible. Ensuite, après, en fonction du cheval, ça peut être un complément, mais ça peut aussi être un aliment concentré qui sera adapté Ouais. au Ça dépend cheval. déjà si le cheval reçoit déjà un Voilà, aliment ou pas. Ouais. c'est ça. Ça dépend si le cheval reçoit un aliment ou pas. Ça dépend du cheval, de son âge, de son activité, de son état. Ça dépendra également du foin, de la qualité du foin, de la quantité ingérée. En fonction de ça, on mettra en place une alimentation dite complémentaire de fourrage qui pourra se limiter à un supplément, type oligovite, si le cheval est bien en état et que le foin est bon. Ouais. Mais pourra aller jusqu'à un aliment type breeding protéiné, avec éventuellement un petit peu d'huile, voire de la flore, pour par exemple un vieux cheval qui a du mal à se tenir en état, qui peut avoir des difficultés à ingérer son fourrage, on n'en a pas parlé, mais dans ce cas, importance de la dentisterie, bien sûr. Faire voir son cheval avant l'entrée d'hiver, plutôt fin d'été, même parce que les embêter avec les dents à l'entrée d'hiver, À la c'est pas rentrée? forcément très cool. Ça peut être bien à la rentrée, effectivement, parce que si derrière, c'est un vieux cheval qui a des dents un peu moyennes, limite, ce serait dommage de lui mettre un abcès, entrée d'hiver, juste limite, quoi. Pour l'hiver. C'est bien, donc c'est bien d'anticiper avant. Et puis après, gérer forcément l'alimentation concentrée en fonction de la prise du foin. On peut aussi aller sur les aliments type adulte fibre énergie, sur un vieux cheval qui mangerait pas bien son foin. Ouais. Voilà.
Après, sur le côté locomoteur, bien, forcément, si le cheval a des soucis type arthrose, on peut aller sur du flexi. Premier mois, pleine dose, ensuite demi-dose ou pleine dose si vraiment le cheval est vraiment pris de manière sévère. On peut stimuler l'immunité. Bon, voilà. Après, il faut choisir entre toutes ces priorités parce que là, je vous liste tout. Ça ne veut pas dire que demain, il faut tout acheter et tout donner. Il ne faut pas non plus abuser. Adapter en fonction des besoins de son voilà. cheval. Des besoins de son cheval. Si on a un cheval qui est plutôt bonne santé, pas de soucis, etc. Il n'y a pas de raison. En fonction de ses besoins, en fonction de son état, voilà. en fonction de ses articulations, s'il a besoin un petit peu qu'on booste au niveau de l'immunité. C'est ça, il faut gérer vraiment en fonction des problématiques, quoi. Ok, et la règle d'or aussi, c'est s'il y a des choses à faire, par exemple, lui faire reprendre un petit peu d'état, si j'ai bien compris, de le faire avant l'arrivée de l'hiver. Tu as parlé aussi de l'importance du foin, toujours super important, et puis là, de le mettre bien à l'abri. Et est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots aussi sur l'eau? Parce que je sais que ça a son importance, on n'y pense pas toujours en hiver, on y pense plutôt quand il fait chaud, mais à tort. Ouais, tu fais bien de me faire penser, on en a parlé tout à l'heure, cet après-midi on en a parlé effectivement. Oui, l'eau très très importante, surtout l'hiver où les conditions de distribution ne sont pas optimales, l'eau peut être froide, les tuyauteries peuvent geler, etc. Sachant qu'un cheval préfère lui de l'eau tempérée, donc après je sais que c'est compliqué d'avoir des systèmes d'eau avec des réchauffeurs, etc. Mais en tout cas, faire attention, mettre toujours à disposition de l'eau, dans un seau, idéalement un bac, faire en sorte quand l'eau est gelée, d'enlever la glace et mettre de l'eau tiède ou je ne sais, n'importe quelle technique pour avoir de l'eau à disposition en permanence. Ouais. Et c'est vraiment très important parce que ça conditionne la prise forcément de matière sèche, donc de foin, d'aliments, etc. Et ça peut entraîner, ça peut générer des coliques, ça peut générer des choses dramatiques. Des coups de sang chez les chevaux, bien sûr, au travail, ça c'est le problème saisonnier auquel on est confronté. Et oui, tous les vétos, pour tous les vétérinaires, c'est le même cas. L'hiver, c'est les problèmes musculaires ont tendance à être plus importants. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important de mettre de l'eau à disposition. Une pierre de sel, sel blanc, tout classique. Le sel, le cheval va être capable de se réguler dessus et va l'inciter à les boire suffisamment. À boire, oui, notamment chez les vieux chevaux. Ça va ensemble. Exactement. Et un cheval qui ne mange pas suffisamment de foin va moins boire et inversement. Donc c'est vraiment la prise de foin, d'aliments est vraiment liée au conditionné, à la prise d'eau. La petite pyramide eau, foin et pierre à sel, c'est toujours la base. Et la pierre à sel assez proche du point d'eau. C'est ça. Et pensez bien que un concentré à un fourrage l'hiver, notamment quand il n'y a pas d'herbe en plus, c'est 90% de matière sèche. Il n'y a que 10% d'humidité. Sachant qu'un cheval à l'entretien, je vous rappelle, c'est 25 litres d'eau par jour en besoin, en moyenne. Donc il faut bien que le cheval puisse boire cette eau quand il reçoit une alimentation sèche, entre guillemets. Il faut impérativement qu'il ait de l'eau à disposition. Pareil, on a un article que vous aviez rédigé sur l'eau qui est super important et intéressant et qui parle des besoins du cheval en eau et justement de toutes ces histoires de l'importance de l'eau pendant la période hivernale qui est souvent oubliée. C'est ça. Ok, super. Et toute dernière chose, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre au niveau des pieds? Est-ce que niveau complément ou autre, on peut faire quelque chose pour préserver les pieds pendant cette période? Encore une fois, au cas par cas, si l'alimentation est équilibrée, qu'on a suffisamment d'énergie, suffisamment de minéraux type calcium, oligo-éléments, etc., théoriquement, ça fait déjà le travail dans 90% des cas. Je sais que l'oligovite, on a des retours favorables sur justement la qualité de la corne et la pousse de cette corne. Ouais. Des retours de maréchaux Ferrand notamment. Ouais, mais ça c'est clair. Sans exagérer, souvent des retours sur le fait d'avoir donné de l'oligovite alors qu'avant il n'y avait rien et sur les bénéfices visibles sur les pieds directement. Ce qui est logique, quelque part, parce qu'on sait que les oligo-éléments sont fondamentaux, les vitamines aussi. Donc après si on a un cheval qui a vraiment tendance à faire avoir des sèmes, une qualité de corne qui est vraiment déplorable, on peut rajouter de la biotine, ou en tout cas mettre de la biotine, mais après la première chose, je pense qu'il y a la qualité de la corne, il y a la santé de la fourchette, ça c'est vraiment des pieds au sec, quoi. Ça c'est important pour éviter toutes les problématiques. C'est la même chose si on va un peu plus haut sur le membre, tout ce qui est gale debout, dermatophyllose, etc. Les problèmes de gale debout, c'est clairement quand les chevaux ont les pâturons dans l'humidité tout le temps, et donc ça c'est typiquement quand les chevaux sont au râtelier, mangent dans
dans des râteliers qui sont comme ça posés sur le champ. Alors au début ça va, puis après ça devient, il y a 30 cm de boue. Et là c'est clair que pour gérer ce qu'on appelle la gale de boue, bah, c'est très problématique. Donc l'important c'est de garder les pieds au sec, quoi. Ça, c'est important. Et puis bien sûr faire voir son cheval au maréchal pour qu'il puisse être paré. Et, de toute façon tout ce qui est dentisterie, pied et puis vermifugation, ça c'est vraiment 3 choses où il faut suivre, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux rajouter la vaccination aussi. Voilà, donc toutes ces choses-là, il faut les suivre, les anticiper, avoir son petit calendrier. Ok. Je réponds juste à Nathalie qui a demandé quelle quantité d'huile par jour. On en a parlé tout au début du live. C'était un cheval de 500 kg. On pouvait viser 100 à 150 millilitres par jour en l'introduisant bien progressivement pour que le cheval, sur 15 jours, 3 semaines, pour que le cheval ait suffisamment de temps pour l'assimiler correctement. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de risque de faire des bêtises, hein, comme on peut l'entendre quelquefois. Les surcharges hépatiques, c'est trop quoi. Si l'huile est de qualité, bien sûr. Hein, si elle est... En revanche, voilà, huile de qualité, non raffinée, avec un apport équilibré en oméga 3, oméga 6. Ok, merci. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'aurait pas abordées? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est sûr, on pourra en parler pendant 2 jours, hein, mais faut vraiment évaluer. Ouais, voilà, faut vraiment évaluer au cas par cas. Faut se prendre la tête, déjà raisonner basique, on va dire. Voilà, avec les apports classiques, quotidiens. Et puis, en fonction de ça, en fonction de son cheval, forcément, on adapte, on anticipe aussi. Si on sait qu'on a un cheval qui a du mal à se tenir, anticiper les pertes d'état. Exactement. Ok, super. Rapidement, on essaiera de reprendre un petit peu on vérifiera qu'on ait répondu à toutes les questions et puis on essaiera de résumer un petit peu, même si c'est toujours super délicat, en quelques minutes par un podcast qu'on publiera un petit peu plus tard. Super, merci Cyril et merci pour ton temps. Merci à toutes et à tous. Et puis bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Salut, à plus. Cyril. Salut.